Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, nouveau menu crowdfunding numéro 178 si je ne m'abuse. Ça commence à en faire quelques semaines quand même du menu crowdfunding. Pour ceux qui nous suivent depuis le tout début, bisous. Et pour ceux qui nous suivent depuis la semaine dernière, ben bisous aussi, quand même. Parce que voilà, pas de préférence. Enfin si, quand même, il y a un peu plus d'affect pour les plus anciens. Mais bon, c'est un autre sujet, on s'en fout un petit peu, je me perds dès l'introduction de la vidéo, c'est n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, nouveau menu crowdfunding, et une fois n'est pas coutume en ce début d'année 2025, et je réalise en disant que c'est pas du tout le début, en réalité on est déjà en juin, 1er juin, donc on est à la mi-2025, on est déjà à la moitié de l'année, et depuis le début de cette année 2025, on n'avait pas beaucoup de projets vraiment super intéressants. Il y en avait quelques-uns bien évidemment, bien sûr, on les a mentionnés sur la chaîne, mais on avait récemment quand même pas beaucoup de desserts, ces fameux projets les plus intéressants du menu crowdfunding, et cette semaine, tenez-vous bien, on n'en aura pas un, ni deux, mais bien trois desserts. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu trois desserts dans un menu crowdfunding? Je vous le demande. Du coup, eh bien, même s'il n'y a pas énormément de projets quantitativement cette semaine, il y en a quand même plusieurs qui sont vachement intéressants. Et attendez, on n'est même pas encore arrivé à la semaine du 8 mai, où on aura en plus de ça la sortie de la campagne de Agricola, nouvelle version par Awaken Realms, donc ça va être encore pire. Bon, c'est un seul projet, on verra bien les autres, mais donc cette semaine, 3 desserts, et ça fait plaisir. Du coup, sans plus attendre, on est parti pour ce nouveau menu crowdfunding. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, oui, Gold, je l'ai placé en mai 2025 dans un menu crowdfunding, check. Quoi qu'il en soit, on va parler d'étoiles avec Stargazers et Observatory, donc deux nouveaux jeux qui nous sont proposés par 25th Century Games. C'est un éditeur qui a fait sa petite place sur Kickstarter depuis quelques temps déjà, hein, depuis quelques années devrais-je plutôt dire, avec 20 projets créés. Pour les plus récents, on avait une campagne pour l'édition réimpression collector de Ra, mais ils nous ont habitués aussi à quelques petites campagnes, enfin quelques multi-campagnes on va dire, plusieurs jeux en une seule campagne. Mais bon, c'est généralement pas des projets qui font beaucoup parler d'eux. On avait quand même eu cette campagne qui avait plutôt bien marché. On avait eu aussi Blason qu'on avait couvert avec Xavier sur la chaîne également. Voilà, vous reconnaissez certainement quelques petits jeux par-ci par-là, mais rien de très marquant. Et donc cette fois-ci, ils nous reviennent avec cette double campagne pour Stargazers et Observatory, avec pour l'instant 270 contributeurs, 16 000 € d'engrangés. C'est donc financé 13 jours avant la fin de la campagne, pas de VF à l'horizon. Stargazers, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 20 à 40 minutes. Et puis Observatory, c'est pour 1 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes la partie, et 8 ans et plus. Donc encore une fois, deux jeux relativement familiaux. Hein, je dis encore une fois parce que c'est généralement le segment de marché vers lequel ils s'orientent chez 25th Century Games. Vous avez ici donc Observatory, donc le premier des deux jeux qui sera donc à 20 $, où vous allez chercher à compléter des maps d'étoiles, en fait, simplement sur votre plateau. Donc vous allez accoler des petites tuiles qui peuvent, dans la version Deluxe, être hyper classe, acrylique, plusieurs couches les unes sur les autres, et vous allez ensuite compléter cette petite tuile avec des petits cercles, avec des étoiles, des satellites, ce genre de choses-là. Ça peut être assez fun, je sais pas, j'ai pas encore vraiment regarder dans le détail, ça va pas être un jeu qui m'attire plus que ça, mais bon, faut bien dire que la version de base est plutôt... Ah non, je me suis trompé, parce que les tuiles en acrylique, etc., c'est pour Stargazers. Pour Observatory, le bateau c'est beaucoup plus simple, et donc il s'agit donc de compléter des maps, des cartes d'étoiles à travers la galaxie, en gros. Un jeu relativement simple, à 20 $. Par contre, pour Stargazers, donc celui que je mentionnais sans le savoir, il est à 35, mais si vous prenez la version deluxifiée avec acrylique sur plusieurs niveaux, etc. Là, vous allez taper aux 80 $, ça commence à faire beaucoup plus cher, bien évidemment. Vous avez un pledge à 50 $ pour les deux versions de base, et vous avez aussi un Cosmic Geo, donc la deluxification pour les deux jeux à 90 $. Et donc Stargazers rapidement, avec donc les plateaux individuels que vous voyez ici, vous allez apposer des tuiles dessus, donc il y aura bien sûr des patterns à aller choper, tout simplement pour maximiser un petit peu les points que vous pourrez engranger, et puis donc ces petits cercles que vous allez apposer au milieu de vos tuiles pour espérer encore une fois faire du scoring à donf.
Voilà, donc sur le papier, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être un gameplay assez intéressant, je me suis pas plongé dans les règles suffisamment dans le détail, mais il y a apparemment plusieurs manières d'aller scorer, notamment via des sortes de figures un petit peu à la Tetris, des trucs un petit peu géométriques. Ça peut être assez fun, ça se joue assez rapidement, c'est plutôt familial, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être relativement sympa. Et voilà, donc les composants de Luxifié, je le disais tout à l'heure, 5 mm d'épaisseur pour les tuiles d'acrylique, avec donc plusieurs niveaux qui sont décrits d'ailleurs ici. Voilà, ils vont faire le détail. Donc c'est en 8 super couches, avec différentes couches relief, avec les différents artworks qui viennent se superposer les uns aux autres. Le matos a l'air d'être assez clean de ce point de vue-là. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur ces deux jeux. Observatory, rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, on va compléter des maps étoilées sur notre plateau avec des jets de dés, une sorte de petit roll and write, on va dire, avec énormément de petites fiches de scoring pour un maximum de parties. Voilà, c'est relativement simple comme présentation, mais ça devrait suffire pour ce projet, avec donc Stargazers et Observatory, 270 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne. Décidément, Ion Game Design ou Ion Game Design a toujours autant de mal à attirer un public conséquent. L'éditeur suédois en est pourtant à son 11e projet sur Kickstarter. Parmi les plus récents, on avait eu Dino Dynasty, Pax Illuminaten. Celui qui m'avait marqué un petit peu plus remonte peut-être un petit peu plus loin que ça. Il y avait Station Fall, ça qui a l'air sympa. Mais bon, c'est pas un petit éditeur, c'est un petit éditeur qui a du mal à faire des scores un peu conséquents. Et pourtant, parfois, ils ont des jeux qui sont visuellement pas vilains. Atlas Explore the World, c'est leur nouveau jeu. Encore une fois, bon, visuellement, c'est pas extraordinairement beau, mais c'est pas vilain. Une thématique de voyage, de globetrotter, qui peut plaire à pas mal de monde. Et pourtant, seulement 90 contributeurs, 15 jours avant la fin de la campagne. On n'est même pas encore financé sur ce projet. C'est un jeu relativement familial, encore une fois. 1 à 4 joueurs, 40 minutes par joueur autour de la table. Alors ça semble un petit peu long, c'est peut-être aussi cette dichotomie entre la durée de la partie et l'accessibilité, on va dire, du gameplay, parce que le gameplay est quand même pas très complexe. Ici il mentionne à 14 ans et plus, mais c'est plus à cause du matériel, c'est-à-dire des tests à faire pour le matériel en mesure de sécurité, gestion des matériels par les enfants, etc. Bref, je vois plutôt ça comme un jeu aux alentours de 10-12 ans et plus, on va dire, plutôt 10 ans et plus. Donc thématique de voyage avec une grande map monde, avec différents pays à aller visiter, avec différents événements avec lesquels on pourra interagir, on va pouvoir aussi apprendre de langue étrangère, et toutes ces facettes d'un voyage vont vous permettre d'engranger des points, comme vous le voyez ici. Les points peuvent être gagnés via les expériences que vous allez faire, avec les destinations bonus que vous allez pouvoir atteindre. Vous allez pouvoir écrire des blogs à travers vos voyages aussi, ou apprendre de nouvelles langues, acheter des souvenirs, ce genre de choses là. Il y a même des petites courses au point via des objectifs communs et des objectifs également personnels cachés. Donc voilà, pas mal de petits chemins vers le scoring, vers la victoire potentielle. Donc sur un point de vue là, c'est relativement intéressant. Encore une fois, visuellement, c'est pas époustouflant, mais c'est pas vilain. Bon, après c'est qu'un plateau avec une carte du monde, c'est jamais folichon non plus, mais après c'est assez limité, hein, de ce point de vue là, ils peuvent pas faire beaucoup plus. Donc voilà, c'est peut-être un moyen d'aller explorer un petit peu le monde pour ceux qui peuvent pas trop voyager éventuellement. En plus ça, le matos est relativement intéressant. Il a un petit truc qui me plaît bien et qu'on voit un petit peu plus ces derniers temps, c'est le plateau qui inclut directement une petite roulette, voire même deux pour le coup. Il y en a une en haut et une en bas, et je trouve ça assez sympa. Une pour garder les comptes de l'argent que vous avez entre votre possession, et une autre pour l'énergie qui vous reste. Je trouve ça assez malin, et on a vu quelques campagnes faire ça récemment, c'est plutôt pas mal fait. En termes d'ergonomie, c'est cool. Par contre, attention, masse de texte sur les cartes. Il y a un vrai côté trivia dans le game. C'est pas un trivial poursuite, c'est pas ce que je veux dire, mais un gros côté un peu éducatif. Vous allez glaner pas mal d'informations sur les pays que vous allez visiter, etc. C'est sympa. Par contre, les cartes sont bourrées de texte, et c'est pas forcément très lisible, c'est pas très sexy visuellement, on va dire. Voilà. Encore une fois, un jeu qui est pas vilain, mais n'est pas non plus foufou, et j'ai pas l'impression que le gameplay soit extraordinaire, mais il y a quand même pas mal de façons d'aller scorer. Bon, pour les amateurs de voyage, ça peut être une thématique qui parle quand même pas mal. À voir. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez de ce nouveau projet de Ion Game Design, qui s'intitule donc Atlas Explore the World. 90 contributeurs seulement, 15 jours avant la fin de la campagne.
On avait été contacté il y a quelques mois, Xavier et moi-même, à propos de Hyperdrive Odyssey, pour voir si on pouvait éventuellement le couvrir sur la chaîne. On a dû décliner parce que en même temps, on avait 2 protos qui devaient arriver. Donc on en a un qui est arrivé d'ailleurs chez moi aujourd'hui et qu'on teste demain, non après-demain, avec Xavier et 2 autres collègues à nous. Dont on reparlera très prochainement, un jeu qu'on attend beaucoup de notre côté en tout cas, et un autre qui devrait arriver dans pas trop longtemps également, donc on pouvait pas s'occuper de Hyperdrive Odyssey, d'autant plus que c'est un tout petit projet, donc en termes d'investissement, des heures passées dessus, la vidéo, le montage, etc., c'est pas un jeu qui nous a tiré outre mesure, donc on a dû décliner. Il s'agit ici d'un PNP, donc un jeu en print and play à imprimer par vous-même, dans lequel vous allez prendre le contrôle d'une flotte intersidérale, faire du commerce, mais également piou-piouter des gens. Voilà, il y aura aussi de la baston à travers donc la galaxie, avec des missions un petit peu narratives qui plus est là-dedans. Pour l'instant, 55 contributeurs, fort heureusement c'est un PNP, donc ça suffit pour financer 17 jours avant la fin de la campagne. Bon, vous savez, mon désamour des jeux qui se passent dans l'espace, une fois qu'on est sur une planète, ça va, pas de problème. Mais dans l'espace, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette thématique, et là pour le coup en plus ça c'est pas extrêmement joli, mais il y a un petit système de rondelles qui est pas inintéressant sur le papier. Je pense qu'en plus de ça, même si moi j'aime pas trop ça, je pense que je suis certainement un petit peu la minorité, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ces thématiques de voyage à travers l'espace et les galaxies, donc pourquoi pas. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez, reste que la page de la campagne n'est pas hyper sexy non plus. Sachez que vous avez un pledge à 5 livres et que ça peut potentiellement aller jusqu'à 29 livres avec beaucoup plus de contenu. Voilà ce qu'il en est pour Hyperdrive Odyssey, 54 contributeurs pour l'instant, 17 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci sur le papier est un petit peu plus intéressant, il s'agit de Heroes of the Sanctum, Legends of the Damned. 2025 entre parenthèses, parce que ce n'est pas la première campagne de Heroes of the Sanctum, qui est un jeu de cartes stratégiques pondu par Firetap Games. Ils avaient fait une première campagne pour Heroes of Sanctum il n'y a pas si longtemps en vrai, hein. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Ça me dit vaguement quelque chose. Allons voir la date, c'était mars 2024, donc ça fait 1 an, plus ou moins pile poil, qu'ils nous avaient pondu cette campagne pour Heroes of Sanctum. Primo éditeur qui avait tout de même fait 718 backers pour un petit projet sorti de nulle part, sans localisation et avec beaucoup de texte sur les cartes. C'est pas si mal que ça comme résultat en réalité. Et cette nouvelle campagne pour Heroes of the Sanctum devrait taper plus ou moins le même résultat, ou en tout cas un résultat similaire, parce qu'on est déjà à 330 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne. Heroes of Sanctum, ça se veut être un jeu, on va dire quasiment en campagne, avec des aspects de dungeon crawler, sauf que c'est uniquement des cartes. Et du coup, c'est un jeu bien plus facile à transporter, à sortir potentiellement, que bien d'autres jeux dans une gamme bien plus conséquente en termes de composants et de poids physique, hein, pour le coup, pas de poids de complexité. Donc ouais, Heroes of Sanctum, il remplit peut-être une gamme, une catégorie de jeux qui n'est pas si présente que ça, qui existe. Il y a toute une série par un éditeur anglais dont j'ai oublié le nom, Killforth, c'était Shadow of Killforth, plein de titres avec Killforth à l'intérieur, qui faisaient un peu la même chose, hein. Donc essentiellement des cartes, des grilles de cartes pour aller explorer différentes régions, avoir différents événements, différents combats, etc. C'est un petit peu dans cette catégorie que vient se placer Heroes of the Sanctum. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est coopératif, mais vous pouvez tout à fait y jouer solo, mais c'est d'ailleurs une des configurations de jeu préférentielles semble-t-il, et c'est pour des parties de 45 à 90 minutes, dans un univers de fantasy, de epic fantasy un peu post-apo semble-t-il, en tout cas c'est comme ça qu'ils le décrivent eux-mêmes. Il s'agit donc de la seconde saison de Heroes of the Sanctum, qui a déjà beaucoup de contenu, qui a une très bonne note sur BG, mais là vous pouvez clairement l'ignorer parce qu'il y a très peu d'évaluation, donc c'est pas une note qui veut dire grand chose pour le coup. Mais bon, c'est vrai que les quelques personnes qu'on a pu lire de ces deux-là commentant la première campagne depuis leur réception, c'est plutôt du très positif. Donc ouais, ça peut être assez intéressant, d'autant plus que je ne l'ai pas encore commenté, mais visuellement, c'est un jeu qui est quand même plutôt très joli. Je vais quand même aller checker le petit paragraphe ici, utilisation de l'IA. J'ai oublié de le faire hier quand j'ai checké la campagne, parce que c'est pas impossible qu'il y ait un peu d'IA là-dedans. Donc on va aller checker par curiosité, mais en tout cas c'est quand même plutôt joli. Si c'est de l'IA, elle est bien utilisée pour le coup. Après c'est tout le débat moral autour de l'IA, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas visuellement c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais sachez que c'est un jeu de gestion de main, d'exploration, de skill up, parce qu'on va aussi pouvoir
upgrader notre personnage, on va pouvoir lui attribuer des skills, on va pouvoir lui attribuer du loot, donc différents objets qui vont bien sûr amener à réfléchir à différentes synergies entre les différents loots eux-mêmes et entre les personnages également. Donc il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes sur ce petit Heroes of the Sanctum. C'est pas mon type de jeu, ce qui fait qu'a priori, très peu de chances que je back, même aucune pour être tout à fait honnête, mais quand même sur le papier, dans sa catégorie, il a l'air d'être plutôt cool. Allons checker les niveaux de pledge quand même, si je peux vous trouver ça, parce que c'est un bordel sans nom cette campagne, il y a beaucoup trop d'informations, hein, vous voyez je défile assez rapidement et j'en suis à peu près à un tiers de la campagne, donc ça c'est le gros point faible je trouve de cette campagne, il y a beaucoup trop d'infos et c'est un petit peu indigeste, même si c'est toujours bien d'avoir des infos, mais ouais, de là tout mettre, faudrait peut-être condenser un petit peu plus quand même, ou renvoyer vers des liens externes, je ne sais pas, mais là c'est quand même vraiment lourd, et ça donne pas trop envie pour le coup. On va checker directement ici, ça ira plus vite. Ici vous avez un pledge Heroes of the Sanctum à 5 livres, mais bien évidemment c'est pour les retails, c'est pour les boutiques, donc a priori on s'en fout. Vous avez ici Sanctum's Call, donc en fait c'est le jeu de base avec 33 €, donc encore une fois un jeu qui se veut transportable, facile à sortir et bien sûr abordable financièrement aussi, c'est quand même relativement peu cher. Sinon Ultimate Survivor Upgrade to S2, donc là c'est l'upgrade de la saison 2 pour ceux qui possèdent déjà le premier Kickstarter en fait de l'époque, 57 €. Sinon, Ultimate Veteran, donc c'est l'upgrade de la saison 2 plus les sleeves, donc tous les protège cartes, 76 €. Sinon, Dark Incursion Season 1 set, donc ça c'est pour ceux qui n'auraient pas backé la saison 1, qui s'intéressent d'abord à la saison 1 avant de potentiellement songer à la saison 2 dans quelques temps, 82 €, pardon. Ensuite, Return of the Remnant saison 1 plus saison 2, ça fait 118 €, et on peut aussi monter avec les sleeves, etc., avec la deluxification, on peut monter jusqu'à du 300 €, quelque chose comme ça. C'était le dernier pledge, c'est 300 €, ouais, 296 € pour être tout à fait exact. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, on va checker l'utilisation de l'IA, histoire de... no AI generated artwork has been used in the vast majority of our products. Donc pas la totalité du coup. Il y a un petit peu de Midjourney là-dedans. Bon, apparemment il y a quand même une grande majorité d'œuvres originales, on va dire, mais il semblerait qu'il y ait un petit peu d'IA là-dedans quand même. Donc voilà pour Heroes of the Sanctum, 334 contributeurs, 25 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé. Vous me direz éventuellement, tous les amateurs de Dungeon Crawler, ce que vous pensez de ce simili Dungeon Crawler d'aventure qu'est Heroes of the Sanctum, qui sort un petit peu justement de ces gros jeux très lourds à transporter et très chers également. Celui-là pour le coup avait l'air d'être assez intéressant. Le truc c'est qu'il est pas très joli et que les finitions sont pas là, quoi. Les finitions sont pas là, du coup visuellement ça met pas la tulipe à 90 degrés, mais le gameplay avait l'air d'être relativement intéressant. Il s'agit de Trouble on the Tempest. Le Tempest c'est un vaisseau dont vous êtes l'équipage, dont vous allez incarner l'équipage, sauf que tout se barre en cacahuète, mais vous avez la capacité, de par votre vaisseau qui est en fait une sorte d'immense machine à voyager dans le temps, la capacité de remonter dans le passé pour essayer de corriger les erreurs que vous avez faites et donc empêcher tous ces éléments perturbateurs de mettre fin à vos jours en même temps qu'il met fin à la vie de votre vaisseau en fait tout simplement. Et du coup de ce point de vue là c'est assez intéressant parce qu'il y a un vrai mécanisme de retour dans le temps, même si ça va avoir des conséquences également sur le long terme, qui est assez intéressant dans Trouble on the Tempest. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour des parties de 60 à 90 minutes, 10 ans et plus, donc ça reste un jeu relativement accessible, et c'est un jeu qui est d'ores et déjà financé avec 13 000 € sur 11 800 nécessaires, avec ses 150 backers 26 jours avant la fin de la campagne. Un petit coop de gestion de problèmes qui a l'air, ma foi, assez cool en termes de gameplay. Encore une fois, reste que visuellement, ça envoie pas du bois. Je pense que vous serez d'accord que le vaisseau, bon, il a pas beaucoup de gueule, et les petits standees sont pas beaucoup mieux pour être honnête. Mais encore une fois, le mécanisme de retour dans le passé, de manipulation du temps, a l'air d'être plutôt solide et plutôt original. Donc j'aimerais bien le tester un de ces jours, ou mieux, à la limite, qu'un autre éditeur rachète, investisse, pour lui donner un aspect visuel un peu plus clinquant, parce que oui, je suis assez jetty à ce mal du siècle, qui est que si un jeu n'est pas beau, ça m'attire pas. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé à côté de beaucoup de grands classiques, tels que Agricola, en tout cas jusqu'à la semaine prochaine, parce qu'il revient avec cette nouvelle version hyper belle. Ceci dit, j'ai vu les frais de port pour le Japon, on en parlera la semaine prochaine.
faut se préparer à se mettre du tabasco au niveau du fion. Si vous voyez ce que je veux dire, ça va faire très très mal. Alors donc, Trouble on the Tempest, version de base, 45 livres, attention c'est pas en euros, donc 55 livres pour le prix en boutique conseil, mais ça on s'en fout à la limite, c'est 54 euros si on transcrit donc dans la monnaie locale. Donc 54 euros pour Trouble on the Tempest pour sa version de base. Bon là c'est les fiches de personnages, vous voyez qu'encore une fois visuellement, bon, on aura du mal à s'identifier aux personnages parce que ils n'ont pas d'aspect visuel marquant quoi en fait. Hein. Ensuite les cartes, bon, encore une fois visuellement, vous voyez bien que visuellement c'est pas très beau, les cartes sont pas très très belles pour être honnête. Bon, si c'est fonctionnel et que le gameplay est génial, on en entendra parler de toute façon à terme, mais c'est vrai que bon, si le gameplay était aussi solide, ou en tout cas aussi solide qu'il semble être, et qu'en plus visuellement le jeu était vraiment beau, il y aurait certainement le triple des backers sur ce projet, voire même plus que ça actuellement. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais ouais, on n'est pas à l'abri d'entendre dans quelques mois entendre parler de ce jeu, à voir. On a même une extension Extreme Circumstances à 14, ça rajoute combien du coup? Ça rajoute une quinzaine, non pas, non, une vingtaine d'euros pour l'extension Extreme Circumstances, pardon. Et puis on a une seconde extension, Illusion of Time, qui va venir un petit peu jouer avec vos méninges un peu plus, hein, un peu plus de complexité, avec de la paranoïa, qui va retourner un petit peu potentiellement les joueurs les uns contre les autres. On a aussi une version deluxe à 85 livres. 85 livres, ça nous emmène tout de même à 101 euros. 101 euros. Et puis après, vous avez des bundles avec le jeu de base plus les deux extensions à 82. Et si vous prenez la Deluxe plus le reste, il faudra ajouter ça en add-on éventuellement. Mais sachez que donc ça remplacera les petits standees de carton par des meeples screen print, pas hyper classe pour être tout à fait honnête. Bon, je sais pas si ça vaut vraiment tellement le coup pour ce qui est des meeples, etc. Par contre, il y a quand même aussi un tapis de néoprène apparemment, à moins que ce ne soit qu'un add-on. J'ai pas checké dans le détail de ce point de vue-là, mais la Deluxe m'apparaît d'être beaucoup plus intéressante que la version de base pour le coup. Les quelques commentaires que l'on voit, bon, sont évidemment positifs, voire même dithyrambiques parfois. Bon, ça c'est relativement logique, toujours à prendre avec des pincettes. Mais ça fait partie de ces jeux que j'aimerais bien tester un de ces jours. Certainement pas aller jusqu'à le baquer, parce que, encore une fois, c'est quand même assez vilain visuellement, mais j'ai l'impression que quand même derrière, il y a un jeu assez intéressant sur le papier. Voilà, vous me direz éventuellement ce que vous pensez de ce petit projet qui est Trouble on the Tempest, 153 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Petit détour du côté de chez Ulule pour la campagne de Terreur. Et petite alerte nixienne, parce que oui, Nix a fait une vidéo pour couvrir le projet de Terreur, le nouveau projet de Chapeau Édition. Si vous vous rappelez potentiellement de ce nom, c'est peut-être parce que Xavier et moi-même avions couvert le précédent jeu de Chapeau Édition. Il s'agissait de Bastille, et donc il revient avec un jeu dans la même thématique, qui est donc la Révolution française, et dans lequel on va pouvoir incarner Robespierre, Brissot, Sieyès ou encore Lafayette lors de la première République française. Le truc c'est que pour l'instant, ça prend pas. Le désintérêt visuellement, apparemment en tout cas, des joueurs pour cette campagne est à deux doigts de faire passer le jeu à la guillotine, très clairement. 21 contributions seulement, alors que le jeu s'est lancé il y a presque une semaine au moment où je m'enregistre. Le coup près va tomber si ça continue. Je fais une métaphore filée, c'est magnifique. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour 1 à 4 joueurs. On peut donc, oui, y jouer en solo, et c'est pour des parties de 60 minutes. La vidéo de Nix est directement en entrée de la campagne ici, et d'ailleurs, il a d'être plutôt content de ce qu'il a pu tester. Hein. Nix est plutôt positif dans sa review. Donc ouais, un jeu qui a une thématique intéressante, et qui en plus visuellement présente plutôt pas mal, même si, bon, c'est vrai que par exemple là, cette grille sur laquelle on va poser un cube, que l'on va faire évoluer sur cette... comment ça s'appelle déjà? Frise. Sur cette frise. Bon, c'est vrai que quand on est en 2025 et quand on est avide de Kickstarter, de GameFund, etc., le fait que ce soit pas en double épaisseur, c'est toujours un tout petit peu chiant. Après, bon, c'est des cubes, il n'y a aucune personnalité. Bon, ça, c'est encore le truc un petit peu artisanal fait maison. Donc, bon, on peut pas lui reprocher là-dessus. Mais visuellement, au-delà de ça, il a l'air quand même relativement joli. Pour le reste, encore une fois, je vous le rappelle, quand il s'agit d'un projet Ulule, vous n'avez pas tellement besoin de moi pour voir de quoi il retourne, puisque la campagne en elle-même est déjà en français. Donc je suis là uniquement pour vous montrer que ça existe et que ça a l'air relativement intéressant malgré tout. Donc pour les mécaniques, rapidement, hein, ici du placement, récupérer des précieuses ressources telles que l'influence, le pain, la monnaie
et des armes. Et ensuite, il y a un mécanisme de majorité. Chaque parlementaire mis en jeu milite pour son courant politique. On a donc le parti de la montagne, des plaines, la Gironde. Et ensuite, il y aura de la programmation d'action également, d'autant plus que vous aurez aussi des cartes à multi-usage. Donc ça aussi, relativement intéressant. Un jeu un petit peu asymétrique qui plus est. J'ai l'impression que Lafayette a un gameplay relativement différent des autres, donc ce qui rend ça encore plus intéressant. Donc ouais, ma foi, un jeu assez intéressant sur le papier. J'irai pas le baquer, mais c'est vrai que, encore une fois, je me répète à de nombreuses reprises, mais un de ces jours, si je peux tester Terreur, ce sera avec grand plaisir. Pour ce qui est des différents niveaux de pledge, le jeu lui-même, il a combien? Terreur, il a 49 euros. 49 euros pour Terreur, sachant qu'il y a même 5 euros de remise si vous prenez le Early Bird, on va dire, donc à 44 euros. Et en add-on, vous pouvez aussi prendre d'ailleurs Bastille, que j'ai aperçu, voilà, qui est ici, le tout pour 15 euros. Voilà donc pour ce qui est de Terreur, actuellement sur Ulule, même si ben, ça se passe pas super bien. En même temps, thématiquement, ça fait sens. On reste sur Ulule pour parler cette fois-ci de NumX, le jeu de cartes de l'année. Ça fait 2 ou 3 jeux sur Ulule qui s'auto-congratulent de cette manière, donc le jeu de cartes de l'année. Je suis pas fan. Je comprends l'aspect promotion du jeu, mais ouais, je suis pas fan des jeux autoproclamés jeux de cartes de l'année. Mais bon, c'est peut-être juste moi. En tout cas, c'est vrai que la petite phrase d'accroche ici, vous aimez le Skyjo, le trio, Uno, le tarot, mais vous en avez assez des hauts, bah vous allez adorer NumX, c'est un peu drôle. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu ajouter vous aimez le Skyjo, le trio, Uno, le tarot, les jeux pas beaux. Ça marche pas parce que celui-là non plus, pour le coup, n'est pas beau. Par contre, coloré, ça, oui, il est coloré. Je me suis un petit peu décollé la rétine quand j'ai atterri sur la page de NumX. C'est très coloré, voilà. C'est pour 2 à 6 joueurs, c'est pour 8 ans et plus. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait la liaison, 8 ans, voilà. J'introduis des nouvelles notions de prononciation du français. On skip toutes les liaisons à partir de maintenant, d'accord? Donc je vais faire une vidéo sans liaison. Ça va être très très dur parce que c'est du coup pas très naturel. Non, pour 8 ans et plus bien évidemment, et c'est pour des parties de 10 à 30 minutes. Pour l'instant ça galère un petit peu, 17 contributions, mais il reste encore 30 jours avant la fin de la campagne, et s'il s'agit vraiment du jeu de cartes de l'année, bon, on peut imaginer quand même que ça va aller chercher ce financement, mais c'est vrai que visuellement, ça fait quand même méchamment penser à du Uno par exemple, hein, donc avec du x4, avec des plus, etc. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais sur le papier, ça a l'air d'être un jeu qui pourrait avoir comment dirais-je, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, hein, c'est assez fou. Un attrait pour le mass market, donc le marché de masse, donc les boutiques pas forcément spécialisées, genre une aire de repos, on peut tout à fait imaginer sur ce jeu-là, dans des aires de repos, sur les vacances, quoi, sur le chemin des vacances. Donc je sais pas, peut-être que ça vaut quelque chose, j'avoue que je suis pas le cœur de cible de NumX, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez de votre côté, sachant que NumX, il est à, parce qu'il y a beaucoup de niveaux de pledge, 15 € actuellement pour le jeu en classique. Sinon, il y a une édition collector. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Ça vient ajouter un mode pour jouer à plus de joueurs, de 2 à 10, et non plus de 2 à 6. Bon, je sais pas. Vous me direz éventuellement donc ce que vous en pensez pour donc NumX. Pour l'instant, donc ça patauge un petit peu dans la semoule, mais il reste encore 30 jours de campagne avant la fin de cette dernière. Du coup, c'est également tout pour les entrées de cette semaine. On passe maintenant tout de suite aux plats principaux. Premier plat principal de la semaine, il s'agit du nouveau projet de Phalanx. Donc oui, tout de suite, drapeau rouge dans tous les sens, sirène police. Phalanx, bah, ils ont pas mal de backlog, ils ont pas mal de jeux pas encore livrés, ou en attente de livraison. Donc si vous êtes intéressé par Conquest of Paradise, sachez-le, c'est toujours une information importante. C'est un éditeur qui est quand même connu pour avoir des jeux thématiquement très intéressant, visuellement souvent très joli, mais aussi beaucoup de jeux pas encore livrés. Je sais pas combien exactement, mais il y en a un sacré paquet. D'ailleurs, je me rappelle même celui de Brett Valda, par exemple, il n'est pas encore livré, me disait-on récemment. Purple Haze, j'imagine que ça fait quand même très très longtemps qu'il avait été en campagne. J'imagine que tout ce qui est Triumph, Lords of Heaven, c'est sûr. Hands in the Sea, je pense que c'est sûr aussi. Celui-là, il vient de se terminer, donc c'est sûr.
Il y a quand même beaucoup qui sont pas encore livrés, donc bon, sachez-le. Récemment, on a vu pas mal de petits éditeurs mettre la clé sous la porte avec des histoires de livraison qui pourront pas se faire, etc. Bon, je vais pas vous dire que c'est ce qui va arriver à Phalanx, j'en sais absolument rien du tout, j'ai aucune info sur le sujet, mais disons que ce serait pas le truc le plus surprenant du monde à terme, quoi, en gros. Conquest of Paradise, une fois n'est pas coutume, hein, Phalanx, c'est beau. Voilà, j'aime bien, thématiquement, c'est souvent des jeux qui m'intéressent pas mal. C'est encore le cas pour Conquest of Paradise qui nous envoie dans la Polynésie, ce qui deviendra la Polynésie française entre autres. Mais à l'époque où les colons n'étaient pas encore là, en tout cas pas les colons occidentaux, disons. C'était les premières tribus qui vivaient dans cette région du monde et qui n'étaient pas forcément très amicales les unes vis-à-vis des autres en fait simplement. Donc c'est un jeu de conquête comme son titre l'indique bien évidemment, avec du contrôle de territoire, avec de la bataille, avec des upgrades de factions, etc. C'est pour 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 1h30. On a donc de l'exploration, avec pas mal de tuiles qui vont venir se retourner au fur et à mesure que l'on explore la région maritime avec nos petites pirogues, etc. Un jeu avec une composante historique assez forte, comme toujours avec Phalanx de toute manière. Un jeu de stratégie certes, mais attention, avec pas mal de jets de dés aussi. Il faut le savoir. Donc je sais pas pourquoi Xavier m'a dit qu'il était très intéressé par Conquest of Paradise. Il va encore râler parce qu'il va perdre des combats au dés. Parce que Xavier et les dés, ils sont pas copains. Quoi qu'il en soit, ce nouveau projet de Phalanx, comme souvent avec cet éditeur, est proposé également en français. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Alors voilà, vous avez un petit peu ici un aperçu de ce que ça peut avoir comme présence sur la table, avec chacun son petit paravent, et derrière lequel se trouvent plein de petites unités, plein de petites tuiles qu'on va pouvoir apposer au fur et à mesure sur le plateau central, avec donc ces petites tuiles d'exploration qui sont déjà un petit peu retournées ici. On va en retourner un paquet au cours de la partie, puisqu'on va faire de l'exploration, disais-je tout à l'heure. On aura des petits marqueurs de bateaux, de pirogues, etc. en bois. Pas de screen print, un petit peu dommage, mais quand même. On aura un tapis de néoprène en lieu et place du plateau central habituel. Donc là, directement néoprène, ça fait plaisir. Ensuite, visuellement, les cartes sont plutôt très jolies. Le jeu, de manière générale, est plutôt très joli. Et puis, on a aussi des dés, comment dirais-je, un petit peu upgradés, un petit peu à l'effigie du jeu lui-même. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on a ici pas mal de mentions qui sont faites de new artwork, de amélioration des règles, etc. Donc, j'ai pas checké avant d'enregistrer, mais c'est certainement que Conquest of Paradise est une nouvelle édition, puisque de toute façon, on nous présente ici Deluxe Edition, Refreshed Visual, etc. Donc à mon avis, c'est un jeu qui existait au préalable. J'aurais dû checker, et j'ai pas pris le temps de le faire, ce qui est une erreur de ma part, donc désolé pour ça, mais à mon avis, c'est un jeu qui a déjà connu une sortie par le passé. Alors, continuons. Le pledge que on vous met ici en avant, c'est le Conquest of Paradise Deluxe Edition à 65 € et qui inclut également une petite extension pour jouer jusqu'à 5 joueurs. Sinon, le bundle ici, c'est plus pour des pledges groupés, voire des petits pledges boutiques éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc en gros, il y a un seul niveau de pledge. Si ça vous intéresse. Et ça, c'est plutôt cool, ma foi. Dans la boîte, qu'y a-t-il? D'ailleurs, une boîte avec un format assez inhabituel, vous en conviendrez, tout en longueur, c'est assez étrange. Avec ensuite des dés, le tapis de néoprène dont on parlait tout à l'heure, les petits paravents, les petits meeples de huttes, de bateaux, les petites tuiles que l'on va être amené à retourner une fois qu'on fait de l'exploration, les cartes qui sont, elles, pour le coup, très jolies, les petits marqueurs dans tous les sens pour chacune des factions en présence. Voilà, en termes de matos, c'est pas hyper lourd non plus. Voilà, on continue. Alors, rapidement, vous avez ici une présentation des mécanismes centraux du jeu. On parle ici d'un jeu en 4x avec du contrôle des territoires, comme toujours dans du 4x de toute façon, du placement de tuiles, bon là c'est plutôt de l'exploration. Ensuite le Empire Building, bon encore une fois dans le 4x c'est relativement classique, on va avoir sa faction qu'on va chercher à faire grandir, à développer, à améliorer, et puis on aura aussi du placement d'unités qui sera du placement un petit peu secret. Donc deuxième chose que Xavier devrait théoriquement détester, et pourtant il est très très attiré par Conquest of Paradise. Il y a un petit côté masochiste, c'est Xavier, c'est une certitude maintenant je crois. Voilà, on passe assez rapidement sur le reste. Le shipping. Canada, 23 € de frais de port. L'Union Européenne et l'espace Schengen de manière générale, 14 €. Sauf pour la Pologne, c'est beaucoup moins cher parce que Phalanx est polonais. Ensuite, nos amis suisses doivent être à 20 € je pense. Et puis nous qui sommes en Asie, on devrait être à 30 € de frais de port. Donc un petit peu cher tout de même pour Conquest of Paradise. Y avait-il une chaîne francophone pour nous en parler éventuellement? J'ai pas l'impression et c'est un petit peu dommage.
Voilà donc pour ce qui est de Conquest of Paradise, le nouveau projet de Phalanx, 1000 contributeurs, 75 000 € d'engrangés. C'est donc financé 6 jours avant la fin de cette courte campagne. Là, pour le coup, il n'y a pas de VF, et c'est un peu dommage, parce que Flashpoint, c'est une licence qui a être assez sympa, dans laquelle on vous propose d'incarner des combattants du feu, hein, des pompiers, en gros. Bon, le truc, c'est que thématiquement, on est sur des pompiers d'Amérique du Nord, donc clairement les États-Unis. Là, pour le coup, ce sera même, c'est pas la Floride, je sais plus, la Californie, Californie du Sud, apparemment. Et donc, bon, c'est pas vraiment à la française, mais ça aurait quand même pu être une thématique qui parle quand même à pas mal de monde en Occident de manière générale. Je pense qu'on s'y retrouve plus ou moins, même s'il y a quelques petites différences par-ci par-là. Mais bon, c'est une thématique qui a l'air d'être assez sympa. Flashpoint, c'est une série qui a plutôt bonne réputation, et ils nous reviennent avec une nouvelle campagne pour Golden State Heroes, qui vient ajouter une sorte de simili-campagne, donc 6 épisodes connectés les uns aux autres. Par contre, attention, ça nécessite le jeu de base pour pouvoir y jouer. En tout cas, le jeu est financé, 60 000 € d'engrangés sur le projet avec 870 backers 19 jours avant la fin de la campagne. C'est le 45e projet de Travis, apparemment. Derrière ça, on avait vu Invincible, on avait vu aussi Flashpoint Legacy of Flame. Donc c'était pas Flashpoint, hein, c'était vraiment encore déjà une sorte de standalone de Flashpoint. Flashpoint, lui, il avait connu une campagne il y a bien plus longtemps encore. En passant, vous voyez que c'est aussi eux qui s'occupent de tout ce qui est Aeon's End de manière générale, ou encore Astronites, qui est une déclinaison de Aeon's End. Mais si on peut retrouver éventuellement la première campagne de notre jeu de pompier, donc de Flashpoint, j'arrive même pas à la retrouver. Est-ce qu'ils avaient même fait une campagne pour Flashpoint à l'origine? Ici, ouais, on avait une extension de Flashpoint, c'était en août 2017, ça remonte quand même assez loin dans le passé. J'ai juste, pour le fun, hein, j'ai envie de persévérer pour trouver Flashpoint. Encore une extension, donc c'est pas encore le jeu de base. Flashpoint Fire Rescue, c'est peut-être celui-là. Peut-être celui-là, auquel cas c'est 2013. Vous vous rendez compte? 2013, ça fait 12 ans. Et même pas, c'est même pas le premier. Flashpoint Fire Rescue, 2011. Waouh, la première campagne de Flashpoint, elle remonte à 14 ans. 14 ans, c'est quand même assez fou. Le temps passe vite. Et du coup, Flashpoint, la première campagne, ça fait 900 backers, ce qui à l'époque était quand même un gros chiffre en vrai. Et donc ils reviennent avec Golden State Heroes, avec cette extension, on va dire, qui vient rajouter donc 6 épisodes connectés les uns aux autres, avec également de nouveaux personnages, de nouveaux pompiers assez variés, qui auront leur propre spécificité asymétrique également. Pour rappel, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs coopératifs, pour des parties d'environ 1 heure approximativement. Et en plus, dans cette campagne, ils viennent nous présenter leur Ignition System, un système de jeu quasiment copyrighté, que en fait, rien de très original, en fait, c'est juste qu'on va pouvoir améliorer nos personnages, on va pouvoir leur attribuer des items, etc. Bref, on va pouvoir les customiser à fond. Voilà. Mais ouais, il y a plein de jeux qui font ça, ils vont pas donner un nom au système en question. C'est comme si vous appeliez votre système customisable. Bah ouais, c'est comme beaucoup de systèmes de jeux en fait. Donc c'est pas terriblement original en soi. Bon, je suis un peu médisant parce qu'il y a quand même quelques petites originalités là-dedans que vous irez piocher un petit peu à droite à gauche. Mais en tout cas, thématiquement, c'est un jeu qui me parle pas mal. J'aimerais bien essayer encore ce jeu, me semble plutôt cool. J'ai pas testé de jeu de base, mais c'est vrai qu'il a plutôt bonne réputation. Et s'ils nous ont fait 5-6 campagnes sur la licence de Flashpoint, encore nous sortant une nouvelle campagne ici avec des épisodes différents, des nouveaux personnages, etc., c'est certainement qu'il a convaincu quand même pas mal les gens qui avaient pu le tester ou qui l'ont encore en leur possession. Donc ouais, un de ces jours, si j'ai l'occasion, ce sera avec plaisir, encore une fois, que je testerai Flashpoint. Flashpoint Golden State Heroes, il coûte 59 $. Attention, vous avez besoin du jeu de base. Sinon, à 89 $, vous aurez donc Golden State Heroes et le jeu de base, donc Flashpoint. Sinon, Golden Legacy, donc pour jouer à cette nouvelle mouture, enfin ce nouvel épisode, on va dire, Legacy of Flame, donc la précédente campagne, 124 $. Et à 154, c'est un petit peu le semi-all-in, on va dire, jeu de base, plus nouvel épisode, plus Legacy of Flame à 154. Et puis sinon, si vous prenez Everything Flashpoint à 270 $, vous avez la totale, tout ce qui est sorti, donc jeu de base avec toutes les extensions, plus Legacy of Flame, plus Golden State Heroes. Ce qui quand même commence à faire assez cher, mais bon, le jeu a bonne presse, ça peut être très sympatoche. Si vous aimez la thématique, il n'y a quand même pas beaucoup de jeux qui traitent des pompiers, donc bon, ça peut être assez sympa malgré tout.
871 contributeurs, 60 000 € d'engrangés, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de VF pour celui-ci. On va parler de 2 jeux vidéo consécutifs. Enfin, de 2 adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau, hein, ce que l'on voit de plus en plus fréquemment. Et cette fois-ci, on va parler de Sniper Elite, Opération Kraken, plus réimpression. Réimpression, c'est pas le titre d'une extension du jeu, c'est juste réimpression du jeu de base, en fait, simplement. Parce que oui, Sniper Elite The Board Game, donc le jeu de plateau, est sorti il y a quoi, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et donc il vient s'enrichir d'une nouvelle campagne, une nouvelle extension intitulée Opération Kraken, qui n'est plus ni moins que Sniper Elite 5, je crois, pour le jeu vidéo. Donc nouveau contenu pour enrichir encore plus un jeu qui a plutôt bonne presse lui aussi d'ailleurs. Ça fait partie de ces portages de jeux, de jeux vidéo en jeu de société qui marchent plutôt bien au niveau des retours des backers. Donc Sniper Elite Opération Kraken, c'est une campagne qui se solde déjà par un beau petit succès. 1100 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne. Le projet est financé et il est porté par Rebellion Unplugged. Donc on va checker rapidement. Rebellion Unplugged, c'est leur première campagne sur GameFAQ. Ils avaient dû passer par Kickstarter par le passé, j'imagine. Mais Rebellion Unplugged, est-ce que c'est pas juste Rebellion qui s'occupe du jeu vidéo et ils auraient un studio qui bosse sur des portages en plateau? Je sais pas, j'ai pas les infos là-dessus, mais le titre, enfin le nom de l'éditeur me laisse penser que ça pourrait être ça. Quoi qu'il en soit. Sniper Elite, c'est pour 1 à 4 joueurs. Attention, c'est pas un jeu coopératif. Hein, là, vous allez incarner du 1 contre tous. Hein, donc un joueur seul contre tous les autres. Avec ce contexte Seconde Guerre mondiale. Un jeu d'action, bien évidemment. Avec de la symétrie, parce qu'on sera 1 contre tous. Donc forcément, il y aura de la symétrie. Et dans lequel on va évoluer sur différentes maps. L'un va incarner un sniper et les autres vont incarner des soldats ou des groupes de soldats qui vont chercher à le dénicher, à le débusquer et à lui tirer une balle entre les 2 yeux. Et donc nouvelle extension pour ce jeu qui est donc Sniper Elite qui avait reçu notamment le Seal of Excellence de Dice Tower. Voilà, un jeu qui a quand même son petit prestige, on va dire, quoi, en gros. Et donc attention, comme pour le jeu de pompier que je mentionnais juste avant, dont j'ai déjà perdu le titre, c'est une extension qui, bien sûr, nécessite également le jeu de base pour être joué. C'est pour 1 à 4 joueurs, 45 minutes la partie, mais je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure a priori. Et sachez également, parce que c'est aussi intéressant, moi en tout cas je fais partie des gens qui s'intéressent à ce genre de petites informations, que Sniper Elite, c'est quand même un jeu de Tankersley et Thompson, donc un duo assez connu de créateurs. On doit notamment à Tankersley Resist ou Witchcraft, donc des jeux de Salt and Pepper Games, donc le petit éditeur espagnol avec des jeux vraiment très très jolis en termes de DA et qui marchent très très bien avec des prix assez accessibles qui plus est. Et David Thompson, donc le mec derrière la série des Undaunted, tout ce qui est Inflexible, la série des Inflexibles, Inflexible Normandie, etc. Donc 2 noms assez connus du milieu qui se sont portés sur la version jeu de plateau de Sniper Elite. Donc c'est plutôt des noms qui sont gages de confiance, on va dire. Sachant que si vous êtes un petit peu récalcitrant vis-à-vis du déplacement caché, etc., c'est peut-être pas pour vous. On est clairement sur un jeu avec du déplacement caché, notamment pour ce qui est du sniper qui va chercher, comme tout bon sniper, à faire la plancouse. Donc pour ce qui est des niveaux de pledge, on a le niveau de base ici à 40 livres, donc pour mettre la main sur l'extension de Opération Kraken. Sinon, on a ici New Equipment Pledge, donc c'est la nouveauté en gros, donc Opération Kraken plus la micro-extension Escalation, donc 55 livres. Sinon, on a Expanded Loadout Pledge à 99 livres, donc on doit toucher aux 125-130 €, je pense, hein, environ, avec de la deluxification notamment. Qu'est-ce que ça ajoute de plus? Eagle's Nest Expansion, ok. L'extension, donc Kraken, bien sûr. La micro-extension Escalation que j'ai mentionné tout à l'heure, un upgrade kit de deluxification et puis une sorte de paravent différent, j'ai l'impression. Et puis sinon, pour ceux qui voudraient faire le all-in, le Ultimate Sniper Pledge, avec donc le jeu de base plus tout le reste, c'est 139 livres, donc c'est aux alentours de 170-175 €, j'imagine, quelque chose comme ça. Donc il y en aura un petit peu pour tout le monde. Rapidement les différentes maps sur lesquelles vous pourrez aller évoluer, avec notamment des bateaux par exemple, des bases nazies, etc.
Ensuite, il y aura tout un tas de cartes d'objectifs, de cartes d'équipement, plein de jetons bien évidemment. Donc une extension qui vient enrichir pas mal le jeu, avec quelques petits ajouts de mécanismes qui n'étaient pas présents dans le jeu d'origine apparemment aussi. Quelques petites miniatures par-ci par-là, bon, rien de très original, c'est juste encore un peu plus de ce qui était déjà présent dans le jeu d'origine, même s'il y a, encore une fois je l'ai déjà dit, hein, quelques petits ajouts également de mécanismes pour renouveler un petit peu l'expérience, bien évidemment. Voilà, vous me direz d'ailleurs si vous avez testé Sniper Elite, le jeu de plateau, le jeu vidéo, moi je l'avais testé, d'ailleurs on avait fait une partie solo avec Xavier il y a 5-6 ans, un truc comme ça, sur Sniper Elite 3 je crois, et on s'était bien marré parce que c'est un jeu vidéo quand même avec ce qu'on appelle une kill cam, donc avec votre sniper quand vous shootez, vous voyez la progression au fur et à mesure de votre balle, et ensuite une sorte de vision squelette de vos adversaires qui prennent la balle dans la tronche, dans le bras, dans les bijoux de famille, etc. Et ça c'était quand même assez fun de flinguer du Nasbrock au niveau des boubours. Voilà, très très moche comme mot, hein, boubours. Voilà, je répète parce que c'est très très moche et c'est un peu cringe. Les frais de port, allons trouver ça rapidement. Shipping, alors on a du single wave et on a du two wave. Ok, donc ça dépend si vous prenez en une vague ou en deux vagues. Ce qui veut dire que si vous prenez le Ultimate Sniper Pledge ou le Expanded Loaded Pledge, vous allez potentiellement le recevoir en 2 fois. À vous de checker dans le détail, j'ai pas checké vraiment suffisamment pour vous en parler. Mais si vous prenez en une seule vague en tout cas, zone Europe, il y en a déjà 3. Oh là là. La France et la Belgique, c'est la zone 1. Donc 18 à 13, on va avoir décroissant. 18 à 13 livres de frais de port. Pour nos amis suisses, ce sera la zone 2, donc 22 à 14. Canada, 60 à 50, ça pique méchamment ça. Hein. Et puis nous, pour l'Asie, c'est pas tellement mieux. 75 à 35 livres de frais de port, c'est assez méchant. Voilà pour ce qui est donc de Sniper Elite Operation Kraken Reprint, donc réimpression du jeu. Et donc Kraken qui est l'épisode le plus récent de la série jeux vidéo, je crois, hein, qui se déroule d'ailleurs en France, si mes souvenirs sont bons. 1100 backers, 105 000 livres d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. Je vous avais dit qu'on enchaînerait 2 jeux vidéo, plutôt 2 portages de jeux vidéo en jeux de société. Le deuxième, c'est Tomb Raider, une licence mythique, s'il en est. On a tous été plus ou moins amoureux de Lana, comment s'appelle-t-elle déjà son nom de famille, Lara Croft, dans les années 90-2000. Et donc cette fois-ci, elle débarque en jeu de société pour The Crypt of Kronos, qui vous propose une expérience solo et multijoueur en coop si on le souhaite, mais plutôt orienté solo. En tout cas, c'est clairement comme ça que c'est présenté. On nous met un gros 1 et plus. Voilà, donc c'est plutôt orienté solo, ce qui est un pari assez osé, ma foi, et ce qui explique peut-être en partie un score relativement modeste. On aurait pu croire qu'avec une licence aussi populaire que Tomb Raider, on aurait un résultat plus conséquent, genre 3000 contributeurs à la fin de la première semaine de campagne. Il n'en est rien, on est à 1400. Ceci dit, le projet est financé et il reste encore plus de 3 semaines de campagne pour vous intéresser à ce projet. C'est le 4e projet d'ailleurs de Iconic Studio qui avant ça avait fait They Live ou encore So the Jigsaw Trials. Autrement dit, c'est un petit éditeur qui s'est fait connaître via des licences de cinéma d'abord, mais maintenant aussi une licence de jeux vidéo. Bon, ceci dit, ça avait aussi été porté au grand écran, me direz-vous. Et donc, bien sûr, comme tout ce qu'on pourrait imaginer de Tomb Raider, on aura de l'exploration, on aura des petits épisodes de puzzle à essayer de résoudre, on aura aussi, bien sûr, du combat avec toute une sorte de bestiaire, pour le coup, vraiment des bêtes, mais également des adversaires humains, on va dire. Le tout donc en solo, même si apparemment on peut y jouer à plus que ça. Mais c'est vrai que bon, quand on joue à Lara Croft, on joue généralement un jeu purement solo. C'est le seul personnage dans les jeux vidéo qui mérite vraiment d'être mentionné, quoi, en gros. Donc on va avoir de l'exploration, hein, je l'ai dit, à travers plusieurs maps parmi lesquelles on va évoluer. On aura bien sûr du combat face à des humains ou face à des animaux, des monstres en tout genre. Bien sûr qu'il y aura des façons de les approcher un petit peu différentes, bien sûr, en fonction de l'ennemi, ce ne sera pas forcément la même stratégie à adopter. On aura aussi des pièges qu'il nous faudra éviter, c'est l'aspect un petit peu puzzle que l'on retrouvait dans les premiers épisodes de Tomb Raider. Ensuite, on aura aussi ici de la recherche
On va devoir découvrir différents mystères pour pouvoir évoluer et choper des artefacts, etc., etc. On aura du craft également, ça c'est plutôt intéressant. J'ai pas souvenir que dans les jeux vidéo il y avait tellement de craft que ça en réalité, mais j'ai pas joué à un jeu de Tomb Raider depuis la PS1 ou la PS2, donc ça remonte quand même un bail. Peut-être que je suis pas très au point des derniers épisodes. Voilà, on a même des boss, là une sorte de vampire, etc. Donc un bestiaire assez intéressant sur le papier. Masse de miniatures. Le matos, au-delà des miniatures, a pas l'air d'être extraordinairement qualitatif. Ça a l'air d'être relativement classique, j'ai envie de dire. Et pour autant, combien ça coûte? Eh ben, ça coûte pas si cher en vrai. The Crypt of Kronos, pour son pledge de base, est à 60$. Bon, avec quelques miniatures, etc. C'est vrai que le reste du matos est pas extraordinaire, mais bon, 60$, je m'attendais à un peu plus, pour être tout à fait honnête. 115 livres, soit 155$, ça vous permet de mettre la main sur des extensions avec des dinosaures ou encore avec des boss légendaires et leurs miniatures, mais également un tapis de néoprène pour remplacer le plateau par exemple. Je vous parlais tout à l'heure d'ennemis dinosaures ou de boss légendaires, vous pouvez les choper en add-on à l'unité si vous le souhaitez, donc en sorte de produit à la carte on va dire, pour 26 ou 26 d'ailleurs les deux dollars pour choper donc des miniatures de dinosaures ou encore de boss légendaires. Il y a aussi des dés deluxifiés à 13$ ou encore le playmat à 46$, par contre il est très cher. Donc à vous de voir si ça vous tente suffisamment pour débourser 46$ pour un playmat de néoprène, c'est quand même très cher. Voilà, pas de VF non plus à l'horizon pour l'instant concernant Tomb Raider, ce qui est assez étonnant, c'est typiquement le genre de jeu qui aurait pu avoir pas mal de langues débloquées très rapidement. Bon là, pour le coup, c'est pas le cas. Tout à l'heure, je vous parlais de 1 à plus, c'est designé pour jouer à 1, mais ça marche aussi coop. Mais jusqu'à quel point, dans le sens où tout le monde va incarner ensemble un seul et même personnage. Bon, c'est juste histoire de discuter ensemble pour prendre la meilleure décision en termes de stratégie, mais je suis pas hyper convaincu pour le coup. Ensuite, on aura différents modes de jeu. On aura le Adventure Book Mode avec des missions un petit peu story-driven, donc narrative, sur 20 à 60 minutes. Et puis on aura le Island Campaign Mode, qui là est une exploration plus complète, avec des parties de 3 heures avec des secrets, avec encore plus d'exploration, etc. Visuellement c'est plutôt joli, hein, la DR respecte plutôt l'univers d'origine. Bon, pourquoi pas, pour les amateurs de la série, j'ai envie de dire que ça peut être une expérience assez intéressante. C'est pas un jeu qui m'attire outre mesure personnellement. Pour ce qui est du shipping, Union Européenne 12 à 15 livres de frais de port, pour le Canada 24 à 28, et pour nous qui sommes au Japon, donc pour le coup Rest of the World je pense, ce sera calculé dans le Pledge Manager, donc on n'est même pas au courant du prix pour l'instant pour ce qui est des frais de port. Voilà pour Tomb Raider The Crypt of Kronos, 1400 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. C'était le dernier plat principal, il n'y avait pas beaucoup de plats principaux aujourd'hui, et donc maintenant il nous reste les 3 desserts. Vous le savez, en général, les desserts, c'est plutôt des segments de 10, 15, voire même parfois 20 minutes. Mais le premier, en vrai, il va aller assez vite. Parce que Enish, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même, environ 10 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins quand même. Non, je dirais peut-être plus 6-7 ans. Enish revient sur Kickstarter pour une version Legendary, donc une version Big Box, on va dire, qui inclut une nouvelle extension. C'est un des jeux phares de Matago qui entrait plus ou moins dans une sorte de triptyque de jeux de contrôle de territoire. Je me souviens plus exactement des 3, mais il y avait Cyclades, Inish et j'ai oublié le dernier. C'était pas Kemet? C'est Kemet, je crois. Une sorte de triptyque de mythologie, de différentes mythologies, mais avec cet aspect de contrôle de territoire, de factions asymétriques, etc., qui se recoupaient un petit peu les unes avec les autres, je crois. Et donc Inish, c'est un jeu qui, si mes souvenirs sont bons, est dans le top 100, il est peut-être aux portes du top 100 BGG, je crois. Et donc il avait le droit, je pense, de prétendre à sa version Big Box, et cette dernière est arrivée, et bah vous le voyez, la campagne se porte très bien. On est déjà à 4400 contributeurs à la fin de cette première semaine de campagne. Il y en a de partout, sol, plafond, moquette, c'est dégueulasse, c'est la totale. Inish fait du très bon boulot sur Kickstarter. Petite chose qui vous étonnera potentiellement, la semaine dernière dans le menu crowdfunding, on a parlé de Coexist, campagne menée par Matago, et là, Matago. 2 campagnes en 2 semaines. Bon, pour le coup, Coexist, c'est vraiment Matago. Là, Inish Big Box, c'est
la page Kickstarter de Matagot, mais c'est, disons, une campagne qui est menée en collaboration entre Matagot et Colossal. On sait que depuis quelques mois, Colossal reprend un peu les jeux experts de la gamme Matagot qui s'orientent plus vers des jeux familiaux, peut-être initiés un petit peu éventuellement. Donc là, c'est plutôt un jeu expert, donc c'est plutôt Colossal, mais c'est sur la page de Matagot Kickstarter. 4425 contributeurs, donc disais-je, 17 jours avant la fin de la campagne. Le petit point d'interrogation qui est soulevé, c'est que, même si c'est Matagot et Colossal, on n'est pas sûr et certain qu'il y aura une VF pour cette version légendaire. Et ça, c'est un peu la honte. Quand même, c'est Inish. Alors, je comprends que ça peut être très très cher de produire une quantité un petit peu limitée de copies. En général, les usines à moins de 500 copies, elles vont pas vous faire des prix intéressants quand même. Donc il faut produire au moins 1000 copies pour rentrer un petit peu dans ses frais, pour pas payer trop cher. Donc je peux comprendre, mais là, du coup, sachez-le, l'édition française, elle sera débloquée s'il y a 500 backers minimum. 500 backers francophones minimum pour Inish dans sa édition légendaire. À combien on est actuellement? On va cliquer sur l'onglet communauté. France, 183. C'est même pas de 5e, c'est un petit peu juste. Après, bon, Canada, dans les 352, combien sont francophones, combien sont québécois et voudraient l'avoir en français? C'est la question. Belgique, 80. Combien de francophones là? Donc, bon, si on fait le calcul, on est peut-être aux alentours de 300, 350 peut-être. Difficile à savoir pour l'instant. Donc il y a quand même bon espoir. C'est quand même la page de Matagot, c'est Inish, c'est un jeu qui est très connu. Je pense qu'il y a moyen, donc c'est pour ça que j'aurais mis le petit drapeau français, hein, vous le verrez de toute façon. À mon avis, il y aura une VF. Mais disons que pour l'instant, la certitude n'est pas non plus de mise. Il y a de fortes chances, j'espère, mais bon, à vérifier. Donc Inish, on entre dans le dur du sujet, dans le vif du sujet plutôt. Donc ce jeu de contrôle de territoire, on vous oriente ici vers un univers celtique, avec de la mythologie celtique, avec un jeu qui est magnifique. Visuellement, c'est un jeu qui m'attire énormément. Je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie de mes, je pense, de mes 10 Grail Games. Donc c'est ces jeux, vous savez, les jeux qui nous attirent énormément, qu'on a vraiment envie de s'approprier depuis de nombreuses années, mais on n'a jamais franchi le pas. Bah, Inish, c'est dans mon top 10. Ça fait partie des jeux que je surveille depuis 5-6 ans, en hésitant à plusieurs reprises. J'y suis jamais allé, mais quand on a annoncé l'arrivée de cette édition légendaire de Inish, je me suis dit, ouf, ça va être dur de résister. Et en même temps, la raison pour laquelle j'ai jamais backé est toujours autant valable, c'est que Inish, c'est un jeu de contrôle de territoire, et donc foncièrement, à de rares exceptions près, c'est toujours mieux à 3, 4, voire parfois même 5, des jeux de contrôle de territoire qu'à 2. Et nous, on joue quand même 90% du temps à 2. Du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller backer? Sachant qu'on a déjà, Xavier et moi-même maintenant, quelques petits jeux de contrôle de territoire. Pour ne citer que lui, j'ai derrière moi Scarface, et il sort jamais. Et on l'adore, mais il sort jamais. Et je vais bientôt recevoir, d'ici un mois, je crois, un mois et demi, Wrath, le nouveau jeu de Cheap Theory Games. Bah, un jeu de contrôle de territoire. Bon, apparemment plus facile à sortir, et avec un mode coop, donc peut-être qu'il sortira plus. Mais donc, si on n'arrive pas tellement à sortir ce qu'on a, est-ce que Inish aura tellement plus de chances de le faire? Pas sûr du tout. Bref, quoi qu'il en soit, Inish, avec donc cette nouvelle extension qui vient agrémenter la campagne de la boîte légendaire, extension qui s'intitule Nemed. On va voir un petit peu de quoi il s'agit un peu plus tard. Mais donc, je vous le disais, hein, donc, une mythologie celtique, visuel absolument magnifique. Les cartes sont vraiment uniques. Visuellement, vraiment, c'est un jeu qui envoie du pâté. C'est pour ça qu'il m'attire autant depuis de nombreuses années. C'est que vraiment, il a une identité visuelle vraiment qui se démarque du lot, je trouve. Et en plus de ça, d'avoir une thématique qui m'attire beaucoup. Et en plus de ça, c'est vrai que l'un de mes créateurs de contenu favoris, Board Game Co, l'a toujours encensé dans ses vidéos. Donc, ouais, c'est raison de plus, pour moi en tout cas, de m'y intéresser. Autre raison qui pourrait vous y intéresser, c'est le prix quand même. Parce que, bon, il n'est pas dit que la boîte légendaire soit disponible en boutique à terme, mais si c'est le cas, sachez que durant la campagne Kickstarter, on a quand même un moins 50% sur le prix théorique en boutique. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, après, toujours la même question, quand on est ristourne sur les choses là, est-ce que c'est pas du moins 50% après d'abord avoir augmenté de 10-20% au préalable? Auquel cas, bon,
c'est pas exactement 50%, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça reste quand même relativement intéressant, même si derrière, il faut prendre aussi le facteur frais de port en compte, bien sûr, en considération. Il y aura aussi un rangement prévu dans la Big Box qui est apparemment assez efficace, en plus séparé par faction, donc temps d'installation relativement rapide, semble-t-il. Et puis en plus de ça, donc, cette fameuse nouvelle extension Nemed qui vient ajouter de nouvelles tuiles de territoire, de nouveaux héros, donc encore plus de gameplay nouveau. Donc quand même vraiment intéressant sur le papier, encore une fois. Je vais vous parler du prix tout à l'heure, hein, 65 € au lieu de 136 en prix théorique en boutique si jamais le jeu arrive en boutique, mais c'est pas le cas puisque c'est marqué Not in Retail, donc il n'y aura pas de sortie boutique. Donc le MSRP, le prix conseillé en boutique, on s'en fout un petit peu. C'est vrai que le prix théorique en boutique serait 136 et vous paierez ici 65, donc ça reste quand même vachement intéressant sur le papier. À voir les taxes, le shipping, donc finalement ce sera plutôt aux alentours de 100 voire peut-être même plus, donc quand même c'est un peu moins intéressant que ça. Mais bref, le contenu du jeu, hein, c'est là le jeu de base pour le coup, avec cette nouvelle édition, avec toujours cette DA à tomber par terre, les miniatures de chacune des factions, les sanctuaires, les cités, les cartes qui sont toujours aussi magnifiques, avec ce style visuel vraiment particulier, vraiment unique. Donc ouais, c'est un jeu qui m'attire beaucoup, ne serait-ce que pour ces raisons-là, quoi. Vraiment, il est tellement beau ce jeu, et j'adore les tuiles de région. Ça ressemble à un puzzle, mais elles peuvent toutes s'emboîter les unes avec les autres. En fait, elles ont toutes la même forme, en fait. On n'a pas l'impression, parce que c'est l'orientation qui fait cette impression de tuiles vraiment différentes. En fait, non, elles ont toutes la même forme. Mais c'est juste qu'elles sont vraiment belles et elles s'imbriquent parfaitement les unes aux autres. Alors, continuons. Nemed, qu'y a-t-il de nouveau dans Nemed? On a donc 5 miniatures que vous voyez ici. Donc, c'est des divinités ou des héros, je ne sais pas exactement. Encore plus de tuiles de territoire, on les voit ici, il y en aura donc 5 nouvelles. Il y aura aussi 6 tuiles de Néméton, une sorte de petit, pas de région, mais une sorte de monument, on va dire. Et puis également des tuiles pour aller avec les Némétons également. Il y aura aussi de nouvelles cartes pour accompagner cette extension. Il y en aura 10 de Epic Tale, il y en aura également 5 de Advantage également. Pour ce qui est des ajouts de cette extension Nemed. Vous aurez aussi donc cette big box avec les différents encarts qui vous permettront de loger le matos. Ici par exemple les 5 boîtes, donc des 5 factions que vous pourrez loger directement ici par exemple. On pourra localiser toutes les tuiles de territoire ici, j'imagine également. Bref, c'est un insert relativement sommaire, mais bon, si ça fait le job et que tout rentre pile poil comme il faut, ça me va très très bien. Si vous voulez uniquement l'extension Inish Nemed, donc la nouvelle extension, parce que vous avez déjà le jeu de base, c'est 28 €. Si vous voulez la Big Box, c'est 65 € et ça comprend l'extension Nemed et l'extension Seasons, donc l'extension sortie il y a quelques années déjà. Et puis, ma foi, c'est tout, hein, c'est 65 pour la totale en gros. Hein. Sachant que vous pourrez aussi le choper à Essen. Si vous allez à Essen pour le festival donc en Allemagne, vous pourrez récupérer sans avoir à payer de frais de port. Et là, pour le coup, c'est super intéressant. Bon, reste qu'il faut payer le voyage jusqu'à Essen quand même. Mais si vous allez à Essen, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Voilà, ensuite en add-on on peut prendre des packs de protège-cartes, on peut prendre aussi un pack de pièces en métal, on peut prendre aussi de la big box vide pour ceux qui voudraient stocker le jeu de base, plus Seasons, plus potentiellement la nouvelle extension, c'est faisable, et vous pouvez aussi prendre des mini en métal, mais ça coûte très très cher par contre, attention. Voilà, on peut maintenant passer aux frais de port. Les frais de port pour le Canada, 20 ou 22 si vous prenez la Big Box, 18 ou 20 si vous prenez uniquement la nouvelle extension. Pour l'Europe, Suisse 20 ou 18, pour la France et la Belgique 16 ou 14, et puis pour nous qui sommes au Japon ce serait 20 à 18, c'est quand même relativement peu onéreux pour les frais de port. En général le Japon on est un peu plus mal loti que ça. Voilà donc pour ce qui est de Inish, pour la Big Box, la Legendary Edition, 4400 contributeurs pour l'instant, 17 jours avant la fin de la campagne, 400 000 € d'engrangés, on croise les doigts pour une VF, a priori ça devrait quand même pouvoir se faire. On enchaîne sur le deuxième dessert de la semaine, il s'agit de Nexus Card Game, et j'avoue que je suis un peu déçu. Et pourtant je le mets en dessert, pas parce que quand même
c'est un jeu qui fait un gros bang, c'est un jeu qui marche très très fort. 3500 backers quasiment sur GameFound après 3 jours de campagne, c'est un gros résultat. Il y a une VF, donc raison de plus pour s'y intéresser. Mais alors pourquoi suis-je déçu, me demanderez-vous? Parce que c'est le nouveau projet de Red Zen Games, et Red Zen Games, c'est l'éditeur d'un jeu que j'ai mentionné aujourd'hui, il y a quelques minutes à peine, c'est l'éditeur de Scarface 1920. Et moi, Scarface, c'était un jeu qui mêlait plein de mécanismes que j'adore. Il y avait du placement d'ouvriers, il y avait du contrôle de territoire, il y avait aussi du deck building, qui est un truc que j'aime pas trop en général, mais ça marchait super bien parce que thématiquement, c'était génial. La DA était à tomber par terre. Et leur second projet, c'est un jeu de cartes en 1 contre 1 dans un univers de Epic Fantasy. Donc, plein de trucs un peu random, quoi. Enfin, assez classique et pas très original pour le coup. Alors par contre, il est très beau, pas de souci, hein, dans cette catégorie de Epic Fantasy, il est très joliment réalisé. J'imagine bien que Red Zen, avec les talents qu'ils ont dans leur studio, a réussi à développer des trucs assez sympas. Il y aura pas mal d'asymétrie, il faudra combiner des factions les unes avec les autres, qui fait qu'on aura une grosse rejouabilité et aussi un gros potentiel d'extension à l'avenir si Nexus marche bien, et c'est déjà le cas. Donc j'imagine qu'il y a moyen de faire un truc très sympa avec, mais c'est juste que thématiquement et en termes de catégorie de jeu, donc jeu de cartes en 1 contre 1, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. Bref. Nexus, c'est pour 1 à 2 joueurs, donc il y aura bien un solo, mais c'est fondamentalement plutôt un jeu 1 contre 1, c'est pour des parties relativement ramassées, de 20 minutes environ, avec donc de la symétrie, avec donc masse de cartes bien évidemment, et des factions à foison à l'avenir. Pour l'instant, je crois qu'il y en a 4 ou 6, j'ai oublié, mais donc des factions qu'on va venir utiliser ou non. En fait, on va utiliser 2 factions à chaque partie, on va combiner 2 factions. On va construire des decks extrêmement puissants, imaginer des synergies optimales, plus ou moins optimales en tout cas, pour essayer de détruire notre adversaire. Il y aura donc bel et bien du français, il y a pour l'instant 16 factions, j'ai dit 6 tout à l'heure, non, il y en a 16. 16, donc ça fait quand même plus de 120 combinaisons possibles, avec plus de 220 cartes uniques, avec max de stratégie, le tout pour des parties de 20 minutes approximativement, donc un jeu assez facile à sortir, certainement avec un petit goût de reviens-y pour faire une revanche, voire même une belle derrière. Donc si c'est un jeu qui marche bien, si c'est un jeu qui est vraiment efficace sur la table, et ben, il y a quand même tout ce qu'il faut pour avoir un beau succès. L'Epic Fantasy, même si c'est un thème un peu éculé, visuellement, il est très beau, et c'est une thématique qui, malgré tout, marche très bien. C'est un studio qui a su montrer avec Scarface qu'il savait faire du très bon boulot visuellement, en termes de gameplay aussi, même si Scarface a quelques petits défauts, il est très long. C'est pas nécessairement un défaut, mais il est très long. Et à 2 joueurs, comme beaucoup de jeux de contrôle des territoires, c'est pas optimal. Mais ils ont fait de très bon boulot quand même sur Scarface. Donc on peut s'attendre à un très très bon jeu également pour Nexus, c'est sûr. Beaucoup de texte par contre sur les cartes, mais apparemment, donc, comme on aura le droit à une VF, c'est pas trop gênant. Un jeu qui se veut facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser de fond en comble. Donc ça fait partie de ces jeux qui ont une assez grande courbe d'apprentissage. C'est pas un TCG, c'est pas un jeu où on va échanger des cartes avec des valeurs de cartes, des valeurs de cartes qui vont varier avec leur rareté, etc. Non, c'est juste un jeu qui va pouvoir s'enrichir au fur et à mesure. Donc c'est plutôt un living card game, on va dire un LCG, mais pas un TCG. Donc a priori, c'est pas un jeu sur lequel vous allez investir des centaines et des milliers d'euros sur une carte ou deux, c'est comme ça, c'est pas sur de conneries là. Et puis toujours donc avec Red Zen, des stunning art, donc un artwork à couper le souffle on va dire. C'est vrai qu'ils ont généralement des très très bons artistes, même si là pour le coup je suis un peu moins fan, ça fait quand même très très classique, mais c'est quand même très joliment réalisé. Alors, plein de Reasons to Back Now, donc ils en citent 10. Bon, le Stretch Pay, ok, la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais cette campagne. Fast Delivery, théoriquement un jeu qui sera livré dans moins d'1 an. Founders Edition, donc une édition qui sera disponible uniquement sur GameFound et pas en boutique. Des exclusivités GameFound, notamment le solo. Shape the Game, bon, à travers vos feedbacks, vos commentaires, le jeu va potentiellement évoluer un tout petit peu. On va soutenir le travail de vrais artistes et non pas de l'IA. On n'aura aucune mauvaise surprise, même en fonction des tarifs, etc. On va pouvoir devenir un founder, donc participer vraiment à l'élaboration du jeu, à notre niveau bien évidemment, soutenir une petite équipe créatrice qui nous vient d'Espagne d'ailleurs, hein, Red Zen Games. Et puis aussi, 10e raison,
Il y a un bébé dragon dans le jeu? C'est tout pas mimi ça quand même? Si, c'est très mimi, on le verra un peu plus tard d'ailleurs. Apparemment il y a d'ailleurs une vidéo en français, les joueurs du dimanche en ont fait une vidéo. D'ailleurs si vous cliquez ici, hein, on peut aller voir, hein, Nexus est dispo, notre avis final après plus de 50 parties, il y a déjà près de 9000 vues sur cette vidéo. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je le ferai certainement parce que ça reste quand même Red Zen, donc je suis intéressé, et c'est pas un TCG, donc pas de raison de fuir le jeu, la queue entre les jambes. Les pledge levels, on en parle rapidement. Vous avez le basic pack à 56 €, 2 boîtes de base pour 8 factions dans chaque, j'imagine. Oui, c'est ça. En tout cas, j'imagine. 8 et 8, hein, certainement. Des cartes de randomizer. Donc, en gros, vous allez tirer 2 cartes et paf, ça vous dit quelle faction vous allez utiliser pour cette partie. Ensuite, des petits jetons de vie, hein, pour comment dirais-je, tenir les comptes des points de vie qui sont restants, un petit token d'initiative, et c'est tout. Voilà. Donc le 2 pour 56 €. Ensuite, à 68, vous avez le Founders Pack qui vient ajouter le mode solo qui est ici. C'est une petite extension, mais également 2 petits Foil Pack, donc des cartes en sorte d'effet un petit peu chromatique, assez joli, si c'est bien réalisé. C'est pas toujours le cas. Avec la boîte Deluxe à fermeture magnétique, hyper classe, avec le rangement, une sorte d'intercalaire, j'ai l'impression aussi, et c'est du Game Trace, donc encore une fois, qualité de production vraiment au rendez-vous, ça a l'air d'être très très classe. Plus le solo mode que j'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, les holofoils sont ici. Pour le coup, le holofoil a l'air d'être très quali. D'ailleurs, je pourrais vous en parler dans pas longtemps, puisqu'on va recevoir l'extension de Scarface, et il y a un deck avec un peu de holofoil dessus, donc on verra bien si la qualité est au rendez-vous, mais je pense. Hein. Red Zen, c'est généralement du très très bon boulot à ce niveau-là. Ensuite, à 115 €, on a le Covenant Pledge qui vient ajouter au contenu de la Founders dont je viens de parler, 2 tapis de néoprène, mais également des boîtes pour mettre des decks à l'intérieur et plus de 350 protège-cartes à l'effigie du jeu. Ensuite, le all-in est à 150, ça rajoute encore 2 playmats supplémentaires. Et puis aussi un artbook, et donc le tout pour, j'ai dit, 150 €. Donc ça commence à monter un petit peu bien évidemment, mais bon, le matos est hyper classe, il y a des néoprènes, les 2 néoprènes là c'est plutôt vraiment genre tapis de souris quoi, hein. Ça c'est pas forcément pour le jeu, c'est même peut-être moins lisible de jouer avec. Par contre ça apparemment je pense que vous pourrez l'utiliser directement pour jouer à proprement parler. Et donc les sleeves qu'on a d'être très très cool, hein, qui sont vraiment à l'effigie du jeu, bon j'ai rien à en dire. Le petit bébé dragon, la 10e raison de baquer, c'est vrai qu'il est mignon, soyons honnêtes, mais quand même. Voilà, checkons un petit peu le reste de la campagne rapidement, beaucoup de add-ons éventuellement pour ceux qui sont intéressés. On peut le tester sur TTS aussi, sachez-le, c'est toujours bon à prendre pour tester, pour voir si c'est un jeu qui potentiellement peut nous intéresser. Petit rappel du gameplay très très rapidement, hein, le how to play, on va combiner 2 factions qui ont chacune 30 cartes, et ensuite on va essayer de tirer le meilleur des synergies que l'on peut imaginer entre ces 2 decks, pour remporter la bataille et vaincre notre adversaire et réduire ses 30 points de vie à néant. Vous avez pas mal de petites vidéos qui vous en parleront un peu plus en détail. Il y a même pas mal de gifs qui sont assez parlants pour voir un petit peu comment ça se joue. Voilà, voilà. Est-ce que les règles sont déjà disponibles en français? Pas encore, malheureusement. Ça devrait venir bientôt. D'ici la fin de la campagne, je pense que vous aurez le livret de règles en français. Vous avez ici les différentes factions également qui sont présentées. On a ici la boîte Warnock, donc c'est la première boîte, qui va inclure donc 8 factions. On a les Wizards, les Vikings, les Celestials, les Siege Masters, les Samouraïs et les Skeletons par exemple. Il y en a encore 2 qui ne sont pas dévoilés pour le moment d'ailleurs. Et ensuite, donc, chacune de ces factions est présentée avec un peu plus de détails, avec une sorte de petites frises. Par exemple, les Wizards, les sorciers, seront plutôt dans un registre offensif, avec quelques capacités défensives et de soutien également, mais plutôt offensif, avec apparemment pas mal de chaînage de compétences également à aller utiliser. Rapidement pour juste mentionner les Vikings par exemple, là c'est clairement sur la grosse patate, 24 en force d'attaque, par contre quasiment que dalle en soutien ou en défense, ou même en chaînage, c'est de la force brute. Les Celestials derrière, bien plus équilibrés, avec quand même pas mal d'attaques, mais aussi des compétences plus modérées en soutien et en défense par exemple. Bref, vous voyez que chaque faction est quand même radicalement différente, et donc bien sûr on peut déjà entreapercevoir les synergies à imaginer dans Nexus.
Donc bon, encore une fois, je suis persuadé que Redzen va faire du bon boulot sur Nexus. Il n'y a pas de raison, après le très très bon job qu'ils ont fait sur Scarface, que Nexus soit moins bon. C'est une catégorie de jeu radicalement différente, mais je suis convaincu qu'ils vont faire du bon boulot. Et ne serait-ce que parce que c'est Redzen et que j'adore Scarface, peut-être même que je me laisserai tenter. C'est juste qu'actuellement, je sais qu'il y a donc Enish qui me fait de l'œil depuis quand même 6-7 ans. La semaine prochaine, il y a Agricola Nouvelle Édition. Bon, les frais de port pour le Japon sont complètement pétés, donc je suis pas sûr de le backer finalement, alors que je pensais vraiment backer. Donc il y a quand même 3 jeux qui me tentent un peu en même temps, dans la même période. Donc, bon, a priori, Nexus, c'est plutôt le 3e de la liste. Mais si les 2 autres, pour des raisons diverses et variées, finissent par ne pas être backés, peut-être que Nexus, je me laisserai quand même tenter malgré tout. On a, avec Xavier, pas mal apprécié le jeu de Sorry We Are French. C'était comment son titre d'ailleurs? Il doit être quelque part là-dedans. Oui, Gosu X, bien sûr, Gosu X. Qu'on a ressorti il y a quelques mois de ça d'ailleurs, et qui propose un petit peu certaines similarités. On va prendre 3 factions, il y a plein de synergies à aller imaginer, etc. Quelques petites similarités là-dedans, mais ouais, si Nexus est aussi bon, voire meilleur, avec un univers qui me parle peut-être un peu plus d'ailleurs, bah, peut-être que je me laisserai tenter. On verra bien si c'est le cas ou pas. Rapidement, est-ce qu'on a déjà parlé du shipping? Non, pas encore, hein, pas encore. C'est ici que ça se passe. Canada, 22 jusqu'à 32. France, 16 jusqu'à 23. Nos amis belges, 14 jusqu'à 22. La Suisse, ils sont où nos amis suisses là-dedans? Je les vois même pas. Je vois Luxembourg. Rest of EU, mais c'est pas dans les EU. Est-ce que la Suisse a pas le droit d'être livrée? C'est peut-être dans le rest of the world, après tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on est dans le Far East, a priori, oui, Japon, c'est ça. Donc 29 jusqu'à 51 € de frais de port pour Nexus. Avec, je le rappelle, hein, les joueurs du dimanche qui vous en parlent en français. Donc c'est l'occasion d'aller checker un petit peu si vous ne l'avez pas déjà fait pour avoir un petit peu plus d'infos sur le jeu. Pour l'instant, 3500 backers environ, 414 000 € d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. Et on termine ce menu crowdfunding par le dernier dessert de la semaine. Il s'agit de Dawn of Madness Complete Collection, un jeu qui fait peur. Et oui, c'est un jeu typiquement horrifique, un jeu de survie, d'horreur, avec un bestiaire assez dégueulasse, hein, qui risque de vous provoquer des cauchemars. Autre chose qui peut vous provoquer éventuellement des cauchemars, c'est le prix du all-in. C'est peut-être encore 1 ou 2 onglets plus tard. Voilà, Gameplay All-in Pledge, 489 $. Bon, il y a beaucoup de contenu. Le risque, hein, vous le savez bien, sur ces jeux-là, avec énormément de contenu, c'est qu'au final, vous allez backer ça parce que la hype, le FOMO, et le jeu va arriver, et vous allez jouer ça, le jeu de base, peut-être ça, une extension, et le reste va prendre la poussière. Donc voilà, c'est le grand classique. On est tous plus ou moins passés par là, j'ai l'impression. Mais bon, sachez-le, là, pour 500 balles, vous avez beaucoup de matos, certes, avec toujours le risque de ne pas tout sortir, et le risque est assez grand. Mais l'avantage, c'est que Dawn of Madness aussi a le droit à sa VF, et ça, c'est un facteur important dans le choix, bien évidemment, pour beaucoup de gens. Pour l'instant, la campagne se porte bien sur GameFound avec 2000 backers, 433 000 € d'engrangés, 24 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu donc horrifique, de survie, en campagne, c'est coopératif, il y a une gestion de ressources qui va être intéressant, ça parle de psyché, ça parle de trauma, ça parle de psychologie, presque même de psychiatrie par moment, il y a des trucs assez gore, mais c'est un truc un petit peu onirique aussi, un petit peu en même temps. Il allait être vraiment très bon en termes d'écriture. Également, tous les retours que j'ai pu voir sur BGG à propos de l'écriture étaient vraiment dithyrambiques. Donc c'est un jeu, si vous aimez les jeux horrifiques, ça peut être un truc vraiment tentant. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est joué donc en solo, c'est pour des parties assez longues, par contre sachez-le, 5 heures. Donc bon, à moins que de jouer en solo, de faire des pauses, de jouer un petit peu maintenant, un petit peu plus tard, etc. Si vous jouez vraiment en groupe, il n'y a pas à être facile à sortir quand même, soyons honnêtes. Visuellement, c'est aussi un jeu qui envoie du pâté. Il est très beau. Alors, il est un peu glauque, un peu gore, bien évidemment, parce que thématiquement, ça fait sens. Mais par contre, dans la réalisation, il est très joliment foutu. C'est un très beau jeu. Avec les miniatures qui seront aussi, vous allez voir, assez dégueu, mais terriblement bien réalisées. On aura des émotions à vif, on aura de l'action explosive, on aura également des
comment dire, conspiracies, des sortes de... des complots cachés, on va dire, des scènes intenses avec beaucoup d'émotions, et puis des thèmes qui vont vous provoquer moralement, mentalement parlant. Donc ouais, c'est un jeu qui se veut théoriquement assez riche thématiquement, narrativement également, en plus d'avoir une très très belle DA, des composants vraiment aussi très 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 cool en termes de qualité. Par contre, donc les parties de 4 à 6 heures, bon, sachez-le, ça va être long et potentiellement assez difficile à sortir si vous jouez en groupe. Voilà, un petit aperçu de la DA, on voit ici les maps, les tuiles, quelques-unes quelques-uns des personnages, des monstres du bestiaire que l'on va être amené à rencontrer et qui sont assez flippants. Tout à l'heure, je vous parlais de la gestion de ressources, c'est ce système-là, avec les 5 Color Personality Resource, qui est assez intéressant. Donc 5 traits de personnalité. Ça me rappelle un petit peu Vindication, avec ses 6, je crois, ouais, 6 différentes ressources que l'on va pouvoir mêler pour en créer d'autres, etc. Ça me rappelle un peu ça. Je sais pas du tout si en termes de gameplay dans l'application ça ressemble ou pas, mais il y a un petit truc qui me fait penser à Vindication là-dedans. Mais en tout cas sur le papier ça va être assez intéressant. Ensuite plein de skills à aller ajouter à vos personnages, avec encore une fois la DA, même sur ces cartes là la DA est vraiment cool, même s'il y a beaucoup de texte pour le coup, mais ouais la DA est vraiment vraiment cool. Le bestiaire est vraiment génial aussi, et c'est vrai que bah, là il vous mettre la petite question habituelle, what makes le titre du jeu unique, qu'est-ce qui rend ce jeu unique? Pour le Dawn of Madness, il n'y a même pas tellement besoin de poser la question, vraiment, il a vraiment son univers à lui, et pourtant, c'est loin d'être le seul dans sa catégorie de jeux horrifiques, de survie, d'exploration, de coop dans ce genre d'univers-là, et pourtant, il a un univers qui est tellement, enfin, qui lui est tellement propre, que vraiment, comment dirais-je, quand on le voit, on sait que c'est Dawn of Madness, quoi. Même, pourtant, je suis pas du tout connaisseur, mais je l'ai reconnu. Quand ils ont annoncé le jeu, j'avais pas vu le titre, que j'avais vu seulement les boîtes. Je me disais, ah tiens, Dawn of Madness revient. Donc vraiment, il est vraiment unique, je trouve, ce jeu-là. Enfin, en tout cas, visuellement. Continuons. Voilà, quelques éléments des illustrations que vous pourrez être amené à rencontrer dans le jeu. Vraiment, c'est pas du tout mon style, hein. Vraiment, les illustrations très horrifiques comme ça, c'est pas un truc qui me parle outre mesure, mais dans ce registre-là, elles sont hyper bien foutues. Vraiment 872, 72 avec un S, non, 872 illustrations uniques qui sont vraiment, vraiment assez incroyables, je trouve. Je sais qu'on a un abonné, je sais pas s'il regarde vraiment très souvent la chaîne, mais il m'avait ajouté sur Facebook, Saline Insane, qui est très très fan de ce genre de jeu, survie, horreur, etc. Si tu passes sur la vidéo, petit coucou à toi, parce que je sais que Dawn of Madness, ça a tout pour te plaire en théorie en tout cas. Voilà, continuons. Je passe pas trop longtemps sur le gameplay parce que, bon, jeu d'exploration, campagne, etc., horrifique, avec du skill up, etc. J'ai encore une fois pas les compétences, pas les connaissances pour vraiment différencier ce jeu-là d'un autre dans ce genre de gamme, de catégorie. Mais sachez que vraiment, il est extrêmement populaire auprès de ceux qui l'ont joué, quoi. Sur BGG, il a une très bonne réputation. Ça reste un jeu de niche, de par sa thématique, de par sa DA, etc. Mais ceux qui l'ont testé, généralement, sont plutôt convaincus. Et tout le monde dit que vraiment, narrativement, en termes de narration, d'écriture, le jeu est vraiment hyper, hyper bien. Et au-delà de ça, vraiment, le matériel, on voit bien que le matériel est vraiment très, très cool aussi. Voilà, donc je pense que je vous l'ai bien vendu, alors que clairement, c'est pas un jeu que je vais backer, c'est clairement pas un jeu pour moi, mais encore une fois, et ça n'a peut-être jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, mais j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à le tester un de ces jours si l'occasion m'en est donnée. C'est vraiment pas un jeu que je backerai, mais il est vraiment, vraiment très très cool sur le papier. Donc je ferai une exception et je jouerai à un jeu horrifique pour une fois. Parce que Dawn of Madness elle a vraiment très très cool. Pour autant, je mets pas de coup de cœur de la semaine parce que je sais que c'est pas pour moi, que je backerai pas, mais ça aurait presque pu être le seul jeu de cette gamme auquel j'aurais pu l'attribuer. Voilà, quoi, en gros. Oh, il est pas beau lui non plus. Hein. Ouais, c'est Gluttony, c'est les 7 péchés capitaux. Celui-ci représente la gloutonnerie, enfin la gourmandise, quoi, en gros. Greed, sloth, comment dire, la paresse, lust, l'envie, enfin le désir charnel, quoi, on va dire. Bref, je ne vais pas toutes les faire, hein, vous connaissez, la colère, etc., etc. Donc ensuite, on va aller sur le shipping et le timeline aussi pour voir un petit peu quand ce serait livré théoriquement. Décembre. Théoriquement, en plus, vous êtes parti, si vous baquez, pour une livraison avant la fin de l'année si tout se passe bien.
Donc ça aussi, raison de plus pour s'y intéresser, quoi, clairement. Mais en tout cas, ça c'est pour l'anglais. Ah, c'est pour l'anglais, excusez-moi. Pour le français, c'est un peu différent. Pour le français, ce serait plutôt pour mai prochain. Un peu plus tard, mais si ça veut dire que tout est bien peaufiné comme il le faut au niveau de la traduction, etc., je suis pas tout à fait contre 6 mois de plus, hein, clairement. Même si, bon, moi, si je l'avais pris, et je le prendrais pas, ce serait en anglais, mais si on est plutôt récalcitrant vis-à-vis de la langue de Shakespeare et qu'on veut le prendre absolument en français, 6 mois, c'est rien. Pour avoir une vraie belle version bien localisée, bien traduite, c'est pas grand chose de plus à attendre. Pour le shipping, Union Européenne en fonction des pledges. D'ailleurs, j'ai même pas développé sur les pledges. Ouh, la boulette. Heureusement, je m'en rends compte maintenant. On va aller voir rapidement, quand même, les niveaux de pledge. Quand même, c'est un peu le minimum. New Essentials. Donc, si vous avez déjà le jeu de base et que vous voulez uniquement les nouveautés, c'est 119$. Le jeu de base uniquement, si vous ne l'avez pas encore backé, c'est 89. Jeu de base plus la boîte de miniatures, c'est 149. 299, on fait un petit bond numérique. Otherworld Experience Upgrade. Il n'y a pas de jeu de base, mais un petit peu tout le reste, j'ai l'impression, hein, de toutes les extensions plus ou moins. 299, c'est quand même assez cher. Story All-In, jeu de base, plus toutes les extensions de gameplay. Donc les extensions narratives exclusivement, 319. Gameplay All-In, donc uniquement le gameplay, pas la diversification, 459. Ça fait des heures et des heures et des heures et des heures de gameplay, mais c'est quand même très très cher, et c'est uniquement le Gameplay All-In. Without the Faces of the Sphere est le titre de ce petit pledge. Et puis ensuite, le gameplay all-in et c'est tout en fait. Il n'y a pas autre chose que le gameplay all-in. Pourtant, 459 et là 489. Gameplay all-in. Et là, c'est juste le titre qui vient derrière. Qu'est-ce qui change en fait? Il y a deux boîtes là. Deux boîtes qui ne sont pas présentes sur cette photo. Si, elles sont aussi. Bah écoutez, qu'est-ce qui change du coup? Qu'est-ce qui change? Écoutez, je ne saurais pas vous le dire. Il y a tellement de trucs sur les deux photos que j'arrive pas à isoler ce qui change, mais il y a masse de contenu. Il y a même un système de sauvegarde. Pour ceux qui ont peur justement de ces longues parties de 5 heures, sachez que vous avez un système de sauvegarde. Donc là aussi, un peu à la façon de Isofarian Guard, vous pourrez sauvegarder et reprendre plus tard. Donc ouais, bon, ils font vraiment les choses bien, quoi. On en revient au shipping. Je disais donc pour l'Union Européenne de 25 à 80$ de frais de port, 32 kg le gameplay all-in. 32 kg. Quand même, ça pèse. Ensuite, Rest of Europe, donc j'imagine que la Suisse est comprise, 30 à 105. Canada, 28 à 90. Part of Asia. Part of Asia. Où est l'astérisque? JP, donc Japon, on est dans Part of Asia. Et donc 35 à 110$ de frais de port. En même temps, vu la quantité de 32 kg pour 110$, c'est même pas si déconnant que ça en vrai. Mais bon, ça fait quand même beaucoup d'argent, c'est sûr. D'autant plus que c'est 100 plus les 490 que vous aurez déjà dépensé avant. Donc ouais, c'est quand même un demi-smic le truc. Hein. Voilà donc pour ce qui est de Dawn of Madness Complete Collection, a priori il n'y aura plus rien derrière, si on en croit le sous-titre de cette campagne. 2000 contributeurs 24 jours avant la fin de la campagne. Pour ceux qui ont déjà testé Dawn of Madness, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, bien évidemment. C'est tout pour ce menu crowdfunding numéro 178, il est 23h02 au moment où je termine l'enregistrement. Je vais m'atteler au montage tout de suite, parce que on est samedi soir, donc je ne serai pas couché avant au moins 1h du matin, si je finis aussi la miniature pour la vidéo, le chapitrage. Ouais, ce sera une nuit un petit peu courte, mais bon, c'est pour vous, voilà. Oui, c'est vraiment pour vous pour le coup, parce que, en vrai, sachez-le, un menu crowdfunding qui marche bien, c'est 1500-1600 vues, et c'est entre 10 et 20$, ça dépend de la saison, du mois, etc. Donc vous doutez bien que, vu la quantité de boulot, c'est plus pour vous que pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher du coup un petit like, au cas où. Ça fait toujours très très plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, à la prochaine.